Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fondamentale. Comment les êtres vivants font-ils pour trouver l'énergie et la matière nécessaires pour, tout simplement exister? De la plus petite bactérie au plus grand des arbres, c'est le défi que la vie doit relever en permanence. Pour bien comprendre, imaginez un instant. D'un côté, on a un lion, un prédateur au sommet de sa chaîne. De l'autre, un chêne, un géant silencieux, immobile. Leurs vies n'ont a priori absolument rien à voir. Et pourtant, au fond, ils sont confrontés au même problème. Comment survivre, grandir et se reproduire? Face à ce défi universel, la nature a, en quelque sorte, inventé deux grandes stratégies. Deux approches radicalement différentes, mais toutes les deux incroyablement efficaces. Et c'est cette histoire, l'histoire de ces deux royaumes, que l'on va explorer ensemble. Alors, commençons par le commencement, le défi de la vie. Avant de regarder les solutions, il faut bien poser le problème. Chaque être vivant, sans exception, a un double besoin. Il lui faut de la matière, des briques pour se construire, et il lui faut de l'énergie, du carburant pour fonctionner. La grande question, c'est donc, où est-ce qu'on trouve tout ça? Et voilà les deux réponses du vivant. D'un côté, il y a ceux qu'on appelle les consommateurs. Eux, leur stratégie, c'est d'aller chercher la matière et l'énergie directement chez les autres. Et de l'autre côté, il y a les producteurs, de véritables alchimistes, capables de créer leur propre substance à partir d'éléments tout simples. Plongeons donc dans la première stratégie, celle des animaux, celle des consommateurs. Leur méthode, on la connaît bien. Elle consiste à trouver de la nourriture, à l'ingérer et à la décomposer pour en extraire tout ce dont ils ont besoin. C'est d'ailleurs le cœur même de la définition d'un animal. Un animal ne part pas de zéro, il ne crée pas sa matière. C'est au fond un recycleur. Il prend la matière organique déjà fabriquée par d'autres et il la réorganise, il la reconstruit à sa façon. Ce processus, on peut le voir comme une sorte de chaîne de démontage inversée. D'abord, la digestion. Des ciseaux moléculaires, qu'on appelle les enzymes, découpent la nourriture en toutes petites pièces. Ensuite, l'absorption. Ces pièces détachées passent dans le sang. Et enfin, le sang les livre à toutes les cellules du corps qui vont pouvoir les utiliser. Et cette transformation est fascinante. Les grosses molécules de nos aliments, les glucides, les protéines, les graisses, sont systématiquement réduites à leurs unités de base. Le glucose, les acides aminés, les acides gras. Ce sont ces briques élémentaires, et seulement elles, que nos cellules savent utiliser. Une fois que ces briques sont livrées aux cellules, il y a deux options. Soit elles servent de matériaux pour construire de nouvelles protéines, réparer des tissus, fabriquer des hormones, bref, pour bâtir, soit elles sont utilisées comme carburant pour produire de l'énergie. Et ça nous amène à un processus absolument central. La respiration cellulaire. C'est le moteur de la cellule. C'est la réaction chimique qui permet de brûler le glucose avec de l'oxygène pour en libérer l'énergie. Et au passage, ça produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Gardez bien cette équation en tête, elle est cruciale pour la suite. Bon, changeons complètement de perspective maintenant et passons à l'autre grande solution, la stratégie végétale, celle des producteurs. Eux, leur approche est peut-être encore plus bluffante. Au lieu de chasser leur nourriture, ils la fabriquent. Ce tour de passe-passe, c'est la fameuse photosynthèse. Grâce à un pigment vert, la chlorophylle, les plantes sont capables de capter l'énergie du soleil. Elles utilisent cette énergie pour prendre le dioxyde de carbone de l'air, l'eau et les sels minéraux du sol et de les combiner pour fabriquer leur propre matière. Et en plus, elles rejettent de l'oxygène. On voit bien ici le génie d'une plante. C'est une usine solaire complètement autonome. Non seulement elle se nourrit toute seule, mais en plus elle produit l'oxygène qui est, on le sait, indispensable à la survie de presque tout le reste du vivant. Jusqu'ici, tout oppose ces deux stratégies. D'un côté, on consomme, de l'autre, on produit. Mais ce serait trop simple. En réalité, il y a un point commun fondamental, une connexion cachée et surprenante qui les unit. Pour la trouver, posons-nous une question simple. La photosynthèse, ça demande de la lumière. D'accord. Mais alors, la nuit, comment fait la plante? Ou même en plein jour, comment font les racines qui sont sous terre pour avoir de l'énergie et fonctionner? Et la réponse, la voilà. C'est aussi surprenant que logique. Les plantes respirent. Et oui, et pas n'importe comment. Elles utilisent exactement, mais alors exactement, le même processus de respiration cellulaire que les animaux. Elles aussi, elles brûlent le glucose qu'elles ont produit pour libérer de l'énergie 24 heures sur 24. C'est ça, le moteur qui fait tourner toutes leurs cellules. Alors maintenant, on peut assembler toutes les pièces du puzzle. On voit que ces deux stratégies, loin de s'opposer, sont en fait les deux faces de la même pièce. Ensemble, les producteurs et les consommateurs forment un système global, un équilibre parfait. Regardez cette complémentarité, c'est magnifique. D'un côté, les producteurs fabriquent la matière et rejettent de l'oxygène. De l'autre, les consommateurs utilisent cette matière et cet oxygène et ils rejettent du dioxyde de carbone, qui est justement la matière première des producteurs. La boucle est bouclée. Finalement, tout se résume à cette idée très forte. La vie sur notre planète, ce n'est pas juste une collection d'individus. C'est une immense danse,
Un cycle interconnecté entre ceux qui créent, à partir du soleil et de l'inerpe, et ceux qui consomment et recyclent cette création. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion. Cet équilibre délicat entre la production et la consommation, c'est le moteur de notre biosphère depuis des millions d'années. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il se passe lorsque les activités d'une seule espèce menacent de rompre ce cycle fondamental.